Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter mon premier épisode de mon podcast et en plus, j'ai la chance d'avoir un commanditaire extraordinaire qui est en lien avec mes valeurs. C'est exactement ce que je voulais pour mon podcast. C'est Adrien Gagnon. Aujourd'hui, on parle du côté sombre, le stress et la perte de poids des athlètes. Alors, chaque entraînement est un défi. Le stress peut être un adversaire redoutable. Avec Adrien Gagnon, transformer le stress en force, relaxant nuit, vous aide à soulager l'agitation pour une nuit réparatrice, tandis que les oméga 3 équilibre votre humeur et Energex Récup renforce votre réponse au stress. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de mon projet que j'avais très hâte en fait de sortir et qui sort enfin, qui voit le jour, mon podcast qui s'appelle À cœur ouvert avec Alex. C'est un projet que ça fait longtemps que je veux mettre de l'avant. C'est un projet que ça fait longtemps qui me tracasse, que finalement voit le jour. Et aujourd'hui, pour ouvrir le tout, on reçoit une femme qui m'inspire beaucoup, une femme qui est une femme entrepreneur, une ancienne athlète, une créatrice de contenu, une personnalité publique, une femme avec qui j'ai la chance de partager ma vie. Mon amour, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Très bien. Ah ouais, c'est une belle introduction. T'as une belle intro? T'as aimé mon intro? Super. Bon. Amélie Henry, pour ceux qui ne savent pas que c'est ma copine, fait que c'est Amélie Henry qu'on reçoit. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, mon amour. Oh mon Dieu, ben écoute, tu m'as fait une belle introduction déjà en partant. Merci. Mais c'est ça, je dirais que j'ai été athlète en taekwondo pendant la moitié de ma vie. Mm-hmm. Ça a été le centre de mon univers pendant longtemps. Fait que je dirais que j'ai été athlète, j'ai été aussi étudiante. Fait que je suis allée faire mon cégep J'ai commencé en sciences nat. Après ça, j'ai changé. Ouais, je sais pas si tu savais ça. Oui. Ah, OK. J'avais commencé en sciences nat, puis finalement, j'ai fini, je pense, profil individu, whatever. Puis finalement, j'ai fini mes études à l'université au HEC à Montréal en administration des affaires. Fait que j'ai eu ma partie sport, ma partie un peu étudiante, puis après ça, ben, je suis à l'occupation double. Ben oui. Puis après ça, ben, je suis là. Je suis créatrice de contenu, puis je suis entrepreneur aussi, puis je m'épanouis dans plein de projets, je dirais. C'est une belle intro, ça, mon amour. J'ai essayé. T'as déjà dit que tu as eu plusieurs vies. Ouais. J'aimerais un peu qu'on parle de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par plusieurs vies? Je pense que tu nous l'as un peu décrit. Oui, ben c'est ça. Je dirais que j'ai eu plusieurs, comme on dirait, sections de ma vie. Mm-hmm. Peut-être c'est moi qui me divisée comme ça. Mais tu sais, ma portion comme sport. Ouais. Après ça, j'ai été étudiante. Après ça, j'ai vécu un peu la télévision. Après ça, je suis sortie de là, puis je me suis comme redécouvert aussi comme personne dans l'entrepreneuriat, dans tous mes projets et tout. Fait que je dirais que toutes ces sections-là de mes vies, en fait, différentes, j'étais aussi des... Tu sais, je me suis forgée aussi à travers tout ça. Ben oui. Puis on dirait que quand je pense à ces périodes-là, on dirait que j'étais quelqu'un de différent à ces époques-là. Fait que, ouais. Est-ce que tu dirais que tu avais comme un trait de caractère qui t'a un peu aidé dans toutes ces périodes-là? Ben, je dirais que mon sport, tu sais, m'a beaucoup inculqué la persévérance. Puis d'être passionnée dans ce que je fais. Fait que je dirais que ça a toujours resté dans chacune de mes vies. J'aime ça. Mais ouais. C'est sûr, je veux beaucoup qu'on parle de ton sport parce que, bon, je suis au courant de beaucoup de choses. C'est sûr, on partage notre vie ensemble. Fait que ton histoire, je la trouve absolument extraordinaire. Mais avant de parler de ton sport, j'aimerais ça qu'on parle un peu de comment les gens t'ont connu. Tu sais, beaucoup t'ont connu à cause d'Occupation Double. Oui. Tu me dis que c'était un coup de tête. J'aimerais un peu que tu nous parles de comment ça a commencé, tout ça. Oui. Ben, en fait, je l'ai déjà comme expliqué sur les réseaux sociaux, mais ça a vraiment été comme un coup de tête, m'écrire à Occupation Double. Dans le fond, il y a une couple d'années, je suis allée voyager. Je pense que c'était un voyage de famille, puis on était en République dominicaine. Puis j'ai croisé un groupe de garçons là-bas. Puis il y en a un qui me disait vraiment quelque chose, mais je me rappelais plus de l'endroit où je l'avais vu. Puis lui aussi, je pense que j'y avais dit quelque chose. Fait qu'à travers le voyage, on s'est parlé. Puis on s'avait déjà rencontrés dans un championnat du monde. C'était mon premier championnat du monde en Égypte. Wow. Puis lui, il était là pour représenter la France. Moi, je représentais le Canada. Ouais. Puis souvent, tu sais, avec les compétitions, les gens se mêlent ensemble. Puis c'est là que je l'avais connu. Puis, en fait, lui, il est en République dominicaine pour tourner La Villa des cœurs brisés. Fait que c'est une télé-réalité française que je pense que les gens... C'est comme... Comment il m'a expliqué ça? C'est les gens qui ont eu des cœurs brisés dans des relations puis s'inscrivent dans cette
vie-là. Dans cette vie-là pour retrouver l'amour, puis peut-être réparer leurs blessures. En tout cas, fait que, il m'a dit, si t'as une chose à faire dans ta vie, ça serait de faire une télé-réalité. Puis j'étais comme, ah ouais. Puis il était comme, oui, c'est incroyable. Puis non. Moi, j'étais comme, bon. Mais avant ça, t'avais-tu déjà pensé faire une télé-réalité? Oui, puis non. Tu sais, comme tout le monde, j'avais déjà écouté Occupation Double, puis je me disais, comment j'aurais réagi à telle situation? Mais tu sais, j'avais pas... Pas plus que ça, là. Pas plus que ça. Puis tu sais, je suis quand même quelqu'un, oui, qui parle, mais je suis quand même réservée aussi. Fait que je me disais peut-être que je suis comme pas nécessairement le bon profil. Fait que, bref, tout ça pour dire que l'année d'après, en fait, que j'ai eu ce voyage-là, durant l'été, j'étais dans un chalet. Puis, je pense que Jay avait sorti une vidéo qui disait « OK, il reste 24 heures si vous voulez vous inscrire, envoyez vos inscriptions, peu importe vous êtes qui, envoyez. » Tu sais, comme... J'étais comme bon. Fait que j'étais comme en pyjama dans un chalet, puis j'ai envoyé une vidéo avec mon café, puis finalement, ben ils ont comme aimé... j'ai l'impression qu'ils ont aimé mon énergie, puis ça a vraiment découlé vite après, puis je me suis retrouvée à Occupation Double. Ah, bon temps. Fait que, ouais. Fait que c'était vraiment un coup de tête la dernière journée. J'étais comme, ah ouais, on essaye. Ouais. Puis, comment t'as trouvé ton après OD? Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé ça difficile. En fait, il faut savoir que l'expérience d'Occupation Double, c'est tellement nébuleux, dans le sens où tu sais pas nécessairement dans quoi tu t'embarques. Tu le vis à fond, mais tu réalises pas nécessairement tout ce que tu vis. On dirait que tu es dans une bulle aussi. Ça dure quand même 3 mois et demi. Fait que tu es dans une bulle avec des gens, puis tu vis plein de choses, puis après ça, tu sors. Fait que c'est comme c'est comme nébuleux, on dirait, dans ma tête, mais... Après OD, j'ai trouvé ça un peu difficile parce que du jour au lendemain, t'es comme reconnu un peu partout. Oui. Puis notre saison, elle avait vraiment été très populaire, en fait. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile de me faire reconnaître parce que on dirait que quand je me faisais reconnaître, je savais pas, j'étais tellement pas habituée que je me disais, est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose ou est-ce que je me demandais qu'est-ce que l'autre pensait. Quand t'es tellement pas comme habituée à te faire reconnaître. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me reconnaissaient, mais qui ne disaient pas bonjour. Fait qu'ils me regardaient. Fait comme je me demandais qu'est-ce qu'ils se disaient. Oh non. Fait que j'ai eu un peu de la difficulté. Tu sais, je dirais qu'en sortant, on dirait que je voulais moins sortir. Fait que ça a été comme une expérience spéciale, mais je pense que ça a ses pour et ses contre. Puis, ben oui, totalement. Ouais. Est-ce que tu disais, parce que tu disais que tu l'as sorti un peu moins, est-ce que tu disais que tu as fait comme un peu d'anxiété ou de stress? Oui, je faisais comme de l'anxiété sociale. Ah ouais. Je sais pas aussi si c'est à cause de la pandémie, parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment commun maintenant, l'anxiété sociale. Fait que je pense peut-être que ça découle aussi de la pandémie, dans le sens où la pandémie, c'était à peu près en même temps que ma saison. Ça finissait, là, tu sais. Fait que je dirais que les deux ensemble, ça l'a comme créé un peu cette anxiété-là sociale. Ouais. Est-ce que tu faisais un peu d'anxiété dans le passé ou... Pas vraiment. Ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Mais tu sais, comme je viens de te mentionner, on dirait que la pandémie aussi, ça a créé ça un peu. On était tellement plus rendus à sortir. Je sais pas si toi, ça l'a fait ça. Ben, totalement. Tu sais, on était tellement habitués d'être enfermés en nos cadenas, de ne pas pouvoir parler à personne, de rien faire. Tu sais, mettons, j'appelais Greg, mais c'était tout le temps en FaceTime qu'on se voyait. Fait que là, de revenir à la normale, où est-ce que tu as le droit de voir des gens, les premiers festivals, les premiers, tous les premiers de tout. Au début, j'étais, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'était de réapprendre à vivre, littéralement. 100%. Fait que je te dirais, quand je suis sortie d'OD, j'ai fait cette anxiété-là sociale, puis je pensais que c'était à cause de l'expérience que j'avais vécue. Mais quand j'ai commencé à en parler autour de moi, même les gens qui n'ont jamais fait Occupation Double, qui sont mes amis proches, il y en a qui en vivent de l'anxiété sociale, puis ça a comme popé de nowhere. Fait que je pense que ça découle peut-être de tout ça. Mais non, j'ai jamais vraiment fait de l'anxiété avant ça. Je dirais que je faisais plus de stress à cause de mon sport. Tu sais, quand tu t'en vas, viens tout te battre, t'es comme sur l'adrénaline et tout, mais ouais. Je serais curieux de savoir les statistiques. Tu sais, mettons, là, probablement que ça va sortir dans quelques années. Mais tu sais, les enfants qui sont nés dans la pandémie, qui ont été comme 3-4 ans enfermés, là, puis après ça. Puis même les animaux de compagnie, tu sais, ceux qui sont arrivés en pandémie, qui ont été 2-3 ans avec leur maître, puis après ça, sont exposés à un monde, doivent faire comme, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, ça a été tellement spécial. Ah oui, ça a été... Comment t'as vécu ça, toi, en fait? Là, on change de sujet total. On change de sujet? Ben moi, j'étais à l'université un peu en même temps. C'était juste avant que je m'en allais à Occupation Double. Fait que tous mes cours se sont mis en ligne comme en 30 secondes. Puis, tu sais, j'ai même des professeurs qui ont lâché le cours.
Parce que c'était tellement une situation, tu sais, qu'on pensait que c'était la fin Unique, du là. monde, là, Ben tu sais, oui, dans le ben sens oui. où... Puis, tu sais, il y a des professeurs qu'on n'a jamais eu de nouvelles. On a fait des examens, tu sais, sur le fly pour essayer de finir la session parce qu'on était en pleine session quand ça s'avait passé. J'ai trouvé ça weird. On dirait que c'est comme un mauvais rêve. Ouais, Tu sais, ouais. dans le sens où, comme quand je pense à ça, tu sais, le temps a tellement été long. C'était quoi, 2 ans? Ah, c'est pas plus? Fait qu'on dirait que tout ce temps-là, que tu sais, t'étais plus à la maison, t'écoutes plus de Ouais. films. J'essayais de faire mon université à distance. Pour moi, ça fonctionnait, mais je sais que j'ai des amis que j'ai croisés, que j'avais à l'université, super bons à l'école. Ouais. Comme vraiment, comme... Assidu, sharp. Ouais, là. puis tu sais, on se référait à eux parce qu'ils sont vraiment bons à Wow. l'école. Puis quand ils sont arrivés en pandémie, puis de faire ça à distance, ils ont vraiment eu de la Oh difficulté. non. Fait que je pense que ça a été différent pour chaque personne. Moi, je trouvais ça difficile qu'on pouvait pas voir les gens, de sortir de la maison. Je voulais tout le temps sortir. Fait que là, à cette heure, je pense qu'il y a eu un moment où on avait le droit d'aller à la pharmacie. Fait que mon moment à moi, durant la pandémie, c'est que je prenais mon auto, j'allais à la pharmacie, je m'achetais genre du make-up. Puis je retournais chez nous, puis c'était comme mon activité de la Ben semaine, tu sais. oui. Fait que... Ben, c'est sûr, on cherchait des moyens de sortir puis de pouvoir oui, faire quelque chose. je me créais des moyens de sortir. Ben J'essayais. totalement. Ben, mais tu sais, je pense que c'était la seule façon d'avoir un peu de social, tu sais, de juste parler avec le caissier ou la caissière. Bonjour, comment va votre journée? C'est comment Ouais. un humain avec qui je peux discuter, Ouais. tu sais. Puis moi, je suis allée travailler dans les sections rouges en Wow. santé. Comment tu as trouvé ton expérience? En fait, là, pour mettre en contexte là, les gens, dans le fond, durant la pandémie, j'ai décidé... en fait, je connaissais des gens qui travaillent dans des milieux pour les personnes âgées. Ouais. Puis on sait que durant la pandémie, ça a été comme vraiment difficile dans le sens où même il y a des travailleurs de la santé qui avaient peur de ce qui se passait, fait qu'ils quittaient leur emploi. Puis on sait que tout ce qui était personnes âgées, tu sais, les gens ils étaient rendus tout seuls. Ça avait été aussi comme quelque chose de gros, là, les centres pour personnes âgées à ce moment-là. Fait que j'avais décidé justement d'aller comme... comment qu'on appellerait ça? Tu sais, j'allais là-bas, je passais du temps avec les personnes âgées qui étaient en zone rouge. Je m'occupais des fois d'aller apporter la nourriture. J'étais comme un peu, pas proche aidante, mais comme d'un sens. Et ça faisait que moi, j'étais considérée comme un travailleur de la santé. J'avais le droit, exemple, de me promener avec mon auto pendant que, tu sais, les soirs, il y avait des couvre-feux. Fait que j'allais travailler souvent toutes les Comment tu as trouvé soirées. ton expérience? Ah, c'était super enrichissant. Ouais. Honnêtement, là, tu sais, de passer du temps avec des personnes âgées, je pense que ça m'a tellement appris beaucoup sur moi. Tu sais, t'as des personnes âgées qui sont tellement seules. Tu sais, la pandémie, ça n'a pas été facile pour eux autres, là, vraiment Non. pas. Là. Puis, tu sais, même nous autres, des fois, pour approcher certaines personnes âgées, tu sais, t'as la visière, t'as l'habillement, t'as moi, j'appelle ça comme un, tu sais, le truc blanc, là. Un sarrau? Quasiment comme un sarrau. Après ça, écoute, le masque, la grosse affaire. Fait que, tu sais, Ben là, tu étais quasiment un astronaute, là. c'est ça, on était des astronautes qui se promenaient avec les cabarets et tout, mais ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Wow. Ouais. T'aimerais-tu, mettons, refaire ça, mettons, à ta retraite ou plus vieille? Ou... Après la pandémie, je suis retournée justement au Ouais. centre personnes âgées que je travaillais. Puis c'est ça. Je pense que ça a comme créé un petit lien. Puis j'avais des personnes âgées aussi que j'étais vraiment rendue proche. Ben, Puis j'avais c'est donc hâte de les sûr. revoir puis de demander comment ça va, puis d'aller prendre mon petit café avec eux autres. Fait que ça a été super enrichissant pour moi. Fait que ça a été une belle expérience dans Ben, cette c'est pandémie sûr. pour moi. Ça l'a dû au moins te permettre de sortir un peu, puis de rencontrer de nouvelles personnes, de socialiser. Puis Ouais. c'est une belle. C'est super enrichissant pour toi. Puis c'est fun aussi pour ces personnes-là d'avoir quelqu'un pouvoir parler, puis échanger, puis Ouais. discuter. Là. J'ai trouvé ça rough, honnêtement. La première année, c'était pas si pire, mais la deuxième année, on dirait qu'elle m'a rentré dedans. Là. Oh, j'ai trouvé ça rough. Ouais. Tu sais, première année, je m'étais un peu équipé. J'avais acheté une coupe de matériel de gym pour pouvoir faire un petit gym à l'intérieur. Mais la deuxième année, là, on dirait que ça a été comme... Je pense qu'on a essayé tout de faire un gym Ouais, intérieur, mais que ça n'a pas tant fonctionné. Non, c'est ça. Ah, ouais. La deuxième année, ça a été comme un coup de pelle. Là. Ça a vraiment... Ah, j'ai trouvé ça rough. Là. Oh, ça n'a pas été facile. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Fait que là, mon amour, Oui. on va rentrer dans le sujet. Ouais. Ma petite athlète, Oui. à quel âge tu as commencé? J'ai commencé environ le taekwondo, j'avais 5 ans. OK. Parce que j'étais victime d'intimidation primaire. Puis, c'est mon père, en fait, qui m'a décidé de m'inscrire dans un cours où je pourrais me défendre si besoin, que ça crée aussi, ça augmente aussi la confiance en soi. Tu sais, c'est un sport très individuel, le taekwondo. Fait que, il faut que tu te fasses confiance, puis que, tu
sais, fait que c'est pour ça qu'il m'a initié au taekwondo. Finalement, ça a été comme vraiment une piqûre pour moi, puis j'ai continué ça pendant des années, quasiment toute ma vie. Puis est-ce que, parce que tu as dit ça a été comme une piqûre, est-ce que dès le premier cours, tu as fait waouh, ça a pris un certain temps que ça devienne vraiment une passion? Je pense qu'honnêtement, là, dès le début, j'aimais vraiment ça. Ah ouais? Ouais. Tu sais, mon école, ma première école de taekwondo, tu sais, c'était familial, c'était sur le respect. Ça m'a vraiment, on dirait, inculqué des valeurs que j'aimais adhérer. Ouais. Si je peux dire ça comme ça. Ben oui. Puis on était comme une grosse gang, à peu près de la même âge que moi. Il y avait d'autres filles aussi qui étaient là avec moi. Ça a vraiment créé des liens. Puis je pense que c'est ça qui a fait que je me suis vraiment épanouie aussi dans le sport dans les débuts. Tu as dit qu'il y avait d'autres filles aussi avec moi. Puis j'aimerais un peu savoir, c'est quoi la place de la femme au taekwondo? Ben en fait, dans les peut-être, on va parler du taekwondo, mais peut-être un peu aussi les arts martiaux en général. Tu sais, je trouve dans beaucoup de sports, mettons, moi, je parle pour le hockey ou le baseball. Tu sais, là, aujourd'hui, les femmes au hockey, il y a une ligue nationale. Tu sais, il commence à avoir plus de place pour eux. Ils ont rempli le Centre Bell. Je pense que c'est une belle démonstration pour tout le monde, comme, regardez, on a notre place, on est là. Fait que j'aimerais un peu savoir, c'est quoi, toi? C'est fou parce que tu me demandes ça, parce que je me suis jamais vraiment fait poser cette question-là. Étonnamment, selon ma perspective, c'est quand même très diversifié. Génial. Je pense que c'est un sport qui est comme unisexe. Parce qu'aussi, il y a comme des catégories. Comment je pourrais dire? Tu sais, dans les compétitions, tu as des catégories féminines puis tu as des catégories masculines. Ouais. C'est très bien représenté. Fait que moi, dès jeune âge, quand j'allais à mes cours de taekwondo, tu sais, j'avais d'autres personnes à qui que je pouvais comme relay. Il y avait d'autres filles avec moi qui s'entraînaient. Puis je trouve que j'ai aimé ça de ce sport-là. Bien, c'est sûr. Ouais. Tu ne vas pas sentir seul, au moins tu vas Parce sentir que accepté. oui, on peut penser que tu sais, les arts martiaux, c'est quelque chose de rough, qui va peut-être plus intéresser les hommes. Mais en même temps, c'est un sport qui a la flexibilité, la portée. C'est quelque chose qui est super important dans le sport. Fait que ça, habituellement, tu sais, c'est plus des atouts que les femmes vont avoir. Ben oui, totalement. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est vraiment mix. Ouais. Et puis, là, bon, tu as voyagé à travers le monde avec le sport, mais je veux savoir, quand tu as commencé, est-ce que tu savais un peu les ouvertures qui s'ouvraient à toi ou c'était pas quelque chose que tu avais nécessairement pensé ou regardé? Pas vraiment, honnêtement. Tu sais, comme quand j'ai commencé le taekwondo, j'allais là-bas, j'avais du fun, j'aimais ça. OK, c'était vraiment... ouais, puis après ça, ben, tu sais, on a découvert que j'étais bonne en combat. Puis là, on m'a inscrit dans des compétitions. Puis là, je gagnais. Fait que là, ça s'est juste fait comme ça. OK. Mais j'avais pas nécessairement... Je savais pas vraiment... tu sais, le taekwondo, est-ce que c'était aux Olympiques? Est-ce que... Tu sais, comme... Je savais pas vraiment... vraiment ça. Puis le taekwondo est considéré comme un sport extrême que tu m'as dit aux Olympiques. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est un sport extrême? Qu'est-ce qui ne l'est pas, mettons? OK. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais pour ce qui est tout olympique, il y a des sports qui sont classés sport extrême. Fait que qui sont... qui peuvent être dangereux. Fait que ça peut être, exemple, le vélo de montagne ou, justement, les arts martiaux. Ce qui arrive, c'est que, des fois, on peut voir des athlètes, exemple, qui sont mineurs aller aux Olympiques. Ça se voit souvent en gymnastique, mais dans les sports extrêmes, ça se verra jamais. Parce qu'il y a des Olympiques juniors. Puis ça, les gens ne savent pas nécessairement ça, mais pour tous les sports extrêmes, il y a des Olympiques qui sont séparés. Fait que tous ceux qui sont mineurs ne peuvent pas aller aux vrais Olympiques. Fait qu'ils vont aller aux Olympiques juniors. Fait qu'ils ont comme ils créent des Olympiques pour... C'est pas en même temps que les vrais Olympiques. OK, c'est pas le... Non. Pas, OK. Ça arrive, si je me trompe pas, aux 4 ans. Les Olympiques aussi, c'est aux 4 ans? Oui, les Olympiques juniors, mais c'est pas en même temps. Oui. Okay. C'est-tu, mettons, comme là, cette année, les Olympiques, c'est à Paris. Est-ce que ceux de juniors seraient à Paris ou pas nécessairement? Je ne penserais pas. C'est vraiment différent. Mais c'est classé comme les Olympiques. C'est comme des vrais Olympiques, mais c'est junior. C'est fascinant, ça. Puis, j'aimerais ça qu'on parle, parce que là, tu as commencé à parler de compétition et que tu as commencé à te battre. Comment on fait des points? C'est quoi le système de points au taekwondo? Je peux expliquer un peu. C'est qu'en fait, le taekwondo, c'est comme divisé en différentes sections, dans le sens où tu peux avoir des compétitions que ça va être plus comme ce qu'on appelle en karaté des katas. C'est comme comme des espèces de mouvements saccadés. Puis, nous, en taekwondo, ça s'appelle des pumse. Fait que tu as la catégorie... Pumse. OK. Fait qu'il y a des compétitions de pumse. Fait que c'est ça, comme une série de mouvements et tout. Puis c'est à l'international aussi.
Mais moi, c'était pas ça. Moi, c'était vraiment combat. Fait qu'il y a comme il y a des catégories comme différentes. Moi, c'est vraiment combat. C'est une autre affaire. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu as des catégories de poids. Fait que les gens vont, exemple, peser en bas d'un certain poids. Ben là, ils vont se catégoriser dans cette catégorie-là. Si je me trompe pas, il y a 6 ou 7 catégories. Fait que 8 catégories féminines, 7-8 catégories masculines, selon différents poids. Toi, tu classes dans ces poids-là. C'est ça. Puis quand on se bat, en fait, tu as différents pointages, mais là, tu sais, parce que je sais comme pas comment bien expliquer ça. Mettons, j'avais dit, mettons, moi, je me bats contre toi, c'est pas un exemple. Mettons que toi, tu es en combat. Comment tu fais pour faire un point? OK. Ben, à l'international, maintenant, tu sais, c'est beaucoup électronique. Ouais. Fait que, tu sais, déjà là, en fait, il y a des... On arrive sur un terrain. Un matelas. Un tapis de combat, en fait. Puis, le taekwondo, c'est beaucoup les pieds. Fait que au corps, c'est environ 1 point, 2 points. À la tête, c'est environ 3-4 points. Wow. Coup de pied tourné à la tête, c'est 4 points. Si je me trompe pas, mais chaque année, les réglementations changent. Puis, en fait, la manière qu'on peut savoir si la personne fait un point, c'est qu'il y a des juges qui ont comme des manettes électroniques, mais aussi, tout notre équipement est électronique aussi. Fait que le plastron, notre casque, sur nos pieds, on a comme des petits... des trucs électroniques. Fait que si je te frappe à une telle force, ben ça va faire un point. Wow! Ouais, fait que puis selon la catégorie de poids, ben la force de frappe est différente. Fait que tu sais, vraiment, tout est électronique là, à l'international, ouais. Puis c'est combien de temps un combat? C'est-tu, mettons, je prends l'exemple de, mettons, la UFC, c'est des rounds de 3 ou 5 minutes. Est-ce que c'est le même principe au taekwondo? C'est environ des rounds de 3 rounds de 2 minutes. Mais il y a des fois que c'est des rounds de 2 minutes et demie. Ouais. Ouais. Puis t'as trouvé ça comment la première fois que t'as fait un combat? Ça devait être tellement Je suis vraiment jeune. Ouais. Je m'en souviens pas vraiment, mais je sais que j'adorais l'adrénaline du combat. Puis, je pense que j'étais quelqu'un aussi qui... Je me mettais dans un mode fierce, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment petite, puis je voulais donc compter des points. Puis ça donnait que je gagnais. Fait que là, j'étais comme contente, puis j'avais le goût d'y retourner. Mais tu sais, j'étais jeune, là. Je pense que ma première compétition, j'avais 6 ans, 7 ans. Dieu. Ouais. C'est fou parce que, tu sais, aujourd'hui, je te connais, fait que je suis au courant de ça, mais te voir juste au loin, t'es tellement douce, tellement toute pas tranquille, mais douce, gentille. Enfin, on dirait de voir cette facette-là de toi qui allait faire des combats. Je m'imagine une femme peut-être plus... comment je dirais ça? Moins douce. On dirait que je sais pas comment dire autrement. Tu sais, t'es super délicate. Je me suis souvent fait dire ça aussi. J'ai toujours aimé la compétition. Tu sais, je suis quelqu'un qui... moi, je vivais pour la compétition, tu comprends? Je me mettais dans un mode qui est comme... Tu sais, j'aimais ça. Fait que je pense que c'est plus ça. Puis aussi, le taekwondo, tu sais, on voit beaucoup ça comme, les arts martiaux, le combat, nanana. Mais il y a comme une philosophie, d'ailleurs, les arts martiaux, qui est beaucoup comme le contrôle de soi, quasi spirituel, dans le sens où moi, j'ai été initiée à la méditation, à la visualisation par mon sport. Ouais. C'est quelque chose qu'on pratique souvent. Fait que je dirais qu'il y a un côté spirituel aux arts martiaux, que ce soit par rapport aux valeurs qui sont inculquées, le respect, la hiérarchie, la famille. Tu sais, c'est vraiment une autre mentalité que juste un sport. Fait que je dirais que à travers ça, j'ai développé cette personnalité-là. Mais je pense que c'est très commun aussi des arts martiaux, parce que vois-tu, j'ai commencé le judo. Puis moi aussi, il y a beaucoup le respect, il parle beaucoup de spiritualité aussi. Fait, je pense que c'est les arts martiaux, je pense que c'est très important aussi. On parle beaucoup du côté sportif, mais il y a vraiment un art, la méditation spirituelle, le respect, des belles valeurs qui sont inculquées. Fait, je pense que c'est quelque chose que pour un jeune, ça peut être très, très intéressant là, de commencer à faire des arts martiaux, puis même pour les plus vieux aussi. Oui, puis ça m'a beaucoup aidé avec ma confiance en soi. Ouais. Tu sais, c'est un sport que, comme je disais, il faut que tu te mettes de l'avant, dans le sens où, pour passer les ceintures, tu dois, exemple, faire des cassages, tu dois faire des coups de pied devant tout le monde. Puis tu mérites, en fait, à travers tes années d'expérience, ces ceintures-là. Fait que c'est comme si tu travailles fort, après ça, tu as une nouvelle ceinture. Tu sais, c'est comme...
Ça apporte beaucoup. En tout cas, Ben, moi, ça m'a c'est apporté beaucoup sûr. les arts martiaux. Ouais. C'est sûr. Puis, tantôt, tu parlais justement de voyager beaucoup pour ton sport. Tu as commencé à voyager très jeune aussi. J'ai vu dans des articles à autour de 12-13 ans, tu commences à partir. Est-ce que tu te sens un peu comme dans un monde d'adulte aussi jeune à voyager? Oui. Ouais. Je dirais que, tu sais, dès jeune âge, je me débrouillais beaucoup seule. Ouais. Tu sais, j'avais un horaire chargé aussi parce qu'en fait, j'ai commencé à me classer au niveau canadien. J'avais environ 12-13 ans. Fait que quand tu classes, exemple, gagner un championnat canadien, Ouais. tu te classes automatiquement pour des compétitions internationales comme le championnat du monde ou le panaméricain. Fait qu'exemple, la première fois que j'ai gagné le championnat canadien, j'avais comme 12-13 ans. Ouais. Puis ça m'a classé pour le championnat du monde. Donc, j'allais au championnat du monde à cause que j'avais gagné le championnat canadien. Fait que ça a donné que je suis partie en Égypte, j'avais comme 12-13 ans. J'avais Wow. jamais vraiment comme voyagé seule. Je voyageais avec l'équipe, en fait, Canada. Ouais. Mais ça m'a beaucoup responsabilisé Ouais. de jeune âge. Puis j'aimais ça quand même. Ah oui? Tu sais, j'aimais que j'avais comme géré mes affaires, puis que, tu sais... Est-ce que tes parents pouvaient voyager avec toi? Ben ça, c'est vraiment quelque chose... Je sais pas si c'est comme ça pour tous les sports, mais tu sais, le taekwondo, je sais pas si c'est parce que les parents, peut-être, s'immisçaient beaucoup dans les entraînements de leurs plus jeunes. Mais nous, quand on voyage avec Équipe Canada, les parents n'ont pas le droit d'être dans le même Wow. hôtel que nous. Fait que même pas à côté dans l'avion, là. Fait qu'on voyage avec Équipe Canada, on reste avec Équipe Canada. Fait que, tu sais, comme par exemple, mon championnat du monde que j'ai fait, j'étais uniquement avec l'Équipe Canada. Fait qu'avec tous les autres athlètes qui savaient classer, autant féminin que masculin, les coachs qui représentent chaque province, le coach qui représente le Canada. Puis, en fait, c'est ça, moi, mon père avait voulu venir me voir en Égypte. Puis, eux autres, ils étaient dans d'autres hôtels. Fait que je pense que je l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois durant mon séjour là-bas. T'es sérieuse? Dans les estrades. Wow, OK. Fait que t'as même pas pu vraiment avoir de contact avec lui. Là, tu vois dans les estrades, bonjour papa, puis merci, bonsoir. Mais tu sais, je pense qu'on avait le droit de se dire bonjour puis de se dire 2 becs quand on se voyait, mais tu sais, on n'a pas fait le voyage ensemble, non. Hey. Ouais, fait qu'on c'était comme ça tout le temps avec Équipe Canada. Mais tu as dû tellement gagner en maturité puis grandir aussi. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça t'oblige aussi à créer des liens avec les autres jeunes là-bas sur Team Canada. Puis il y en avait beaucoup qui ne parlaient pas français. Ils venaient pas du Québec. Je pense qu'on était comme 2-3, même pas. Oh my God. Sur toute l'équipe qui parlait français. Fait que ça m'a obligé de sortir de ma zone de confort. Puis tu sais, je parlais pas super bien anglais non plus, là, mais les liens qu'on a créés, tu sais, même si... C'était con, mais même si, exemple, tu parles pas 100% bien anglais, tu crées tellement des liens. Oui. Puis, on avait du fun là-bas, on riait. Fait que j'ai vraiment créé des liens inoubliables. Puis est-ce que tu dirais qu'avec les gens tes amis de ton âge, tu étais peut-être un peu en avance sur eux, à vivre des choses comme ça? Tu devais dire, ben voyons donc, vous vous agissez de telle façon pour ça. Là. Il me semble que tu devais vraiment être en avance pour ton âge. Oui, je dirais que mon sport, ça a tellement été sérieux. Puis, dans le sens où j'avais une grosse horaire, j'allais à l'école au secondaire à l'international, j'avais beaucoup de choses à faire. Fait que, tu sais, je me levais, je faisais ça. Tu sais, tout était cordé. Ouais. Puis, je me suis fait souvent dire, tu sais, t'es plus mature que ton âge. Moi, ça me posait pas de problème. C'est juste qu'en vieillissant, des fois, j'avais l'impression que j'étais pas capable de... J'aurais aimé ça comme... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme quand j'ai j'ai arrêté mon sport et tout, puis j'étais rendue comme plus dans ma vie d'adulte. Ce sérieux-là restait. Tu sais, je faisais rien pour un peu niaiser. Comme je niaisais pas vraiment, tu sais. Quand je faisais quelque chose, c'était sérieux. Puis quand j'ai commencé, tu sais, comme à aller dans des festivals ou à avoir des amis qui sortent plus, on dirait que j'avais de la misère à... Je sais pas si c'est de la misère à m'embarquer, à vivre ça à fond. Oui, fait que je dirais que ce sérieux-là a toujours resté. Les dernières années, ça a été moins pire, mais c'est quelque chose qui est resté. Est-ce que tu as l'impression que tu as peut-être manqué un peu, entre guillemets, des parties dans ta jeunesse, vu que tu disais tantôt que tu étais super cordé puis tout un peu sérieux? Je pense que oui. Ouais. Tu sais, dans le sens où ma jeunesse, je l'ai vécue à travers mon sport, quelque chose de sérieux, malgré que je m'épanouissais énormément là-dedans puis j'adorais ça. C'est sûr que c'est quelque chose peut-être que j'ai pas nécessairement vécu. Ouais. Puis en 2012-2013, tu as remporté la médaille d'argent puis au US Open 2013. US Open 2013, tu as gagné la médaille d'argent.
en plus de maintenir une moyenne de 80 à l'école, tu as reçu la bourse Georges Saint-Pierre. Comment tu réussis à voyager à travers le monde, t'entraîner, être bonne à l'école, avoir une vie sociale, avoir des amis? Comment? Je sais pas comment j'ai fait, honnêtement. Tu sais, je pense que j'étais tellement sur un cruise control. Ouais. Mon école aussi, c'était difficile. J'étais dans un programme qui était vraiment comme enrichi. En international. Oui, puis il fallait garder des moyennes élevées. Je l'ai juste faite. Puis je pense que c'est ça, que quand tu te mets tellement dans une routine, puis c'était rendu ma vie. Tu sais, c'était le centre de mon univers, c'était mon sport, c'était cette discipline-là que j'avais, puis c'est comme ça que... Wow. Ouais. Puis mettons, aujourd'hui, avec la Amélie de 26 ans, tu dirais quoi à cette jeune amie-là de 13, 14 ans? As-tu un conseil pour elle? J'ai tellement appris à travers les années. Tu sais, comme à ce moment-là, c'était vraiment le centre de mon univers, puis je pensais qu'il y avait juste ça. Puis aujourd'hui, je m'en rends compte qu'il n'y a pas juste ça, puis on peut s'épanouir dans tellement de choses dans la vie, tu sais, dans les petites choses de la vie. Puis je pense que ça serait plus ça que je voudrais y apprendre. Wow! Ouais. Tu sais, des fois, quand tu es tellement focus sur un truc, tu oublies un peu l'essentiel. Ouais. Je pense que ça serait ça que je voudrais. Wow! Ouais. Mon Dieu, c'est beau, ça. Poétique. Mon Dieu, t'es poétique. Tantôt, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Tu as parlé de poids, catégorie de poids. Oui. Encore une fois, là, on parle de 13-14 ans, tu commences à voyager à l'international. Catégorie de poids, moi, ça me fait un peu peur. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est ça, on pourrait en parler pendant 15 ans. C'est quelque chose qui est difficile avec le sport que je pratiquais. Ouais. C'est que souvent, tu sais, comme les sports de combat, que ce soit la boxe ou peu importe, on a des catégories de poids à faire. Pour se classer, en fait, dans cette catégorie-là. Tu sais, moi, mettons, j'étais fin weight, ben, il fallait que je fasse mon poids pour faire ma catégorie. Puis, je dirais que tout ce qui est ceinture de couleur, fait que tout ce qui n'est pas ceinture noire, tu sais, c'est pas vraiment un problème. Okay. Dans le sens où les compétitions, tu sais, c'est amical. Habituellement, ils vont à peu près avec la grandeur. Tu sais, des fois, ils pèsent, mais tu sais, ça y va de même. Tu sais. Ça crée des arbres de combat comme ça. Là. Mais quand on arrive à l'international, quand c'est plus des compétitions qui sont plus, comme je dirais, regardées à la loupe, ben là, tu sais, là, il y a vraiment des catégories de poids qui sont vraiment respectées. C'est ça. Puis ça, je dirais que c'est à peu près quand on est rendu ceinture noire. Fait que c'est ça. Fait que j'avais une catégorie de poids à faire. La seule chose qui est comme devenue problématique, c'est que quand on est à l'international puis on a une catégorie de poids à faire, ben, j'ai bien remarqué que c'est pas juste ben, je fais ce poids-là aujourd'hui puis je me mets dans cette catégorie-là. Okay. Dans le sens où les gens à l'international vont perdre. Ben, en fait, comment je pourrais bien expliquer ça? C'est que dans mon sport, c'est plus que t'es grand, plus que t'as une grande portée de jambes, mieux que t'es avantagé. Dans le sens où comme c'est plus facile d'aller chercher la tête, c'est plus facile, tu sais, comme. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'à l'international, les gens essayaient de toujours être le plus grand possible. Fait que ce qui arrivait, c'est que les gens, souvent, se faisaient maigrir pour entrer dans des catégories de poids plus basses puis être les plus grands de la catégorie. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai commencé à être à l'international, j'ai bien vu que c'est comme ça que ça fonctionne, la game. Puis autant les femmes que les hommes. Puis voilà, fait que c'était pas rare de voir des athlètes perdre jusqu'à 20 livres pour faire une compétition. Tu sais, moi, je faisais ça aussi parce qu'en fait, tu sais, je baignais là-dedans. Ben oui. Puis pour moi, c'était comme normal, tu sais, de faire ça. Mais comme aujourd'hui, je vois bien que ça l'était pas très... Ben non. C'était pas très... Ouais. Fait que je dirais la partie un peu sombre de mon sport dans le sens où, à l'international, tu sais, les gens se faisaient beaucoup maigrir. Tu sais, il y a pas été... J'ai vu des trucs qui m'ont marqué énormément. Ouais. Puis je veux dire, au niveau de ta croissance, de devoir perdre des 20 livres à 12-13 ans, ça devait pas être excellent. Hein? C'est ça. C'est sûr que ça a eu un impact. Même pour tes règles, tu as dû les avoir plus tard. Oui, mes règles, je les ai eues tard. Tu sais, mon développement aussi, j'ai remarqué que je l'avais plus tard, mais tu sais, j'avais pas nécessairement de problème comme à ce niveau-là, vraiment. Puis l'affaire aussi, il faut savoir, c'est que tu peux pas perdre 20 livres de même. Là. Ben non, mais c'est ça, là, c'est un processus. Là. Moi, j'avais une nutritionniste. Puis habituellement, les athlètes internationaux qui font un peu mon sport font un peu la même chose, dans le sens où on regarde le pourcentage de gras, combien de pourcentage de gras que je peux perdre et en combien de temps. Puis moi, tu sais, tout était vraiment calculé, dans le sens où je commençais, exemple, tu sais, je pourrais pas te dire exactement les timings, mais tu sais, je mangeais bien toute l'année, tout le long de l'année.
Puis, tu sais, comme quand j'avais une compétition qui approchait, ben là, je commençais à faire comme un peu comme une diète pendant 1 ou 2 mois avant la compétition. Puis avant, environ 2 semaines avant, je commençais à perdre de l'eau. Fait que moi, personnellement, on avait calculé que je pouvais perdre jusqu'à 3 kilos d'eau avant une compétition. Fait que ça, comment je pourrais dire ça? Tu sais, oui, tu perds du gras, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va se déshydrater aussi avant notre pesée pour perdre encore plus de poids. Puis arriver, en fait, à faire cette catégorie-là. Puis une fois que tu fais, on va dire, là, je dis n'importe quoi, on va dire que tu dois faire 100 livres pour ton poids. Ouais. Parce que, tu sais, là, je pense encore une fois que les combattants de la UFC, une fois qu'ils ont fait le poids, ils peuvent en prendre 15 livres s'ils veulent. Est-ce que c'est le même principe avec toi? Oui. En fait, c'est parce que les règlements ont changé à travers le temps. Aujourd'hui, c'est plus réglementé. Mais dans le temps que j'étais athlète, puis que je vivais ça, en fait, tu pouvais te faire ta pesée aujourd'hui. Ouais. Puis demain, ça se peut que tu as pris 20-25 livres à cause que tu as mangé, tu t'es réhydraté, tu as repris des aliments comme plus soutenants. Ouais. Fait que, en fait, pratiquement tout le monde à l'international se pesait une journée, puis le lendemain, ils se battaient, puis ils n'étaient pas du tout le poids qu'ils ont fait, tu sais. Fait que ça, c'était un peu problématique parce que tu pouvais pour les gens qui faisaient vraiment ce poids-là, Ben oui. tu sais, arrivaient le lendemain, puis ils se battaient contre quelqu'un qui était peut-être 2 catégories over. Ben oui, là. ben oui. Puis je veux dire, ta santé mentale aussi jeune, elle doit être aussi, aussi stricte, en fait, ta nourriture. Puis, tu sais, surtout secondaire, c'est des grosses années. Comment est ta santé mentale? Je pense qu'à un moment donné, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée mentalement, j'étais fatiguée. Tu sais, c'était beaucoup pour moi C'est aussi, sûr. tout ce que je vivais. Puis j'ai vécu aussi des moments difficiles dans ma vie, puis on dirait que tout ça ensemble, tu sais, comme j'étais vraiment fragile. Puis à un certain point, j'ai trouvé ça vraiment difficile. L'alimentation, ça a été difficile. J'ai eu une période de dépression. Fait que là, je pourrais pas dire exactement les années, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai tombé en dépression, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai eu des problèmes alimentaires aussi suite à tout ça. Je dirais pas que c'est exactement juste à cause du sport parce que, tu sais, veux pas, la vie, il se passe toujours des hauts et des bas. Oui. Puis j'ai fait toutes sortes de choses en ce moment-là aussi. Fait que tout ça ensemble, ça a créé ces problèmes-là. Puis le niveau alimentaire de mon sport, tu sais, à un certain point, ça devenait un petit peu problématique dans le sens où, tu sais, quand t'es jeune, de faire des catégories de poids puis de perdre du poids, OK. Mais en vieillissant, quand tu commences à avoir ta puberté, il y a des choses que tu peux pas nécessairement contrôler. Tu sais, comme, puis souvent, mettons, quand t'as tes règles, tu prends un peu de poids naturellement. Fait que là, tu sais, j'essayais tu sais, j'avais exemple, une pilule contraceptive que je pouvais prendre des fois en continu parce que là, il fallait pas que je tombe dans ma semaine à ce moment-là pour pas prendre tel nombre de poids. Wow. Fait que je dirais que tout ça ensemble, ça a été difficile. Wow. Ouais. Puis, est-ce que ça a été quoi les outils que tu as pris pour t'aider ou t'aider à t'en sortir? Je pense que, tu sais, j'ai vu vraiment que que j'allais pas bien quand on dirait qu'il y avait rien qui me... Quand je suis tombée en dépression, on dirait qu'il y avait rien qui était le fun. Il y avait rien qui était... J'avais jamais le goût de rire, j'avais jamais le goût de sourire. Je faisais mon sport par passion, puis j'adorais ça, puis je m'épanouissais là-dedans. Mais on dirait que tout était lourd, tout était difficile. Fait que c'est là que j'ai commencé à me demander... c'est là, en fait, que j'ai commencé à voir que j'allais pas bien. Oui. Puis quand j'ai commencé aussi... en fait, moi, mes problèmes alimentaires ont découlé de ma dépression. Tu sais, il y en a qui ont des problèmes alimentaires peut-être à cause de certaines raisons, mais moi, c'est comme si j'ai eu ma dépression. Puis après ça, il y a comme un... Tu sais, comme mettons, mon soleil. Ouais. Ma dépression est là, puis ça a créé comme des panneaux, comme des rayons de soleil, mettons. Ouais. Puis, entre autres, il y avait le problème alimentaire qui a découlé de ça. Parce que dès que j'ai réglé le bobo ici, de dépression, j'ai plus mon problème alimentaire. Wow. Fait que là, tu avais un problème alimentaire, tu étais en dépression. Ouais. Tu étais à l'international, tu devais perdre du poids. Ouais. Tu devais, je veux dire, tu étais en mode survie. C'est ça. J'étais comme un peu en mode survie. À ce moment-là, c'était aussi tout ce que je connaissais. C'est ça, parce que, tu sais, depuis le début, on parle, puis tu disais vraiment que c'était ton univers. C'était mon univers, puis... C'est ça, à un certain point, c'était rendu trop pour moi. Puis c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, à savoir est-ce que je ferais pas une pause? Est-ce que...
qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse. Puis à un certain point, j'avais fait 1 an de break de sport pour un peu prendre soin de moi. J'avais été consultée, j'ai vu plusieurs psychologues. Mais à ce moment-là, on dirait que, tu sais, quand tu sais pas nécessairement ça vient d'où, mais tu files pas bien. Fait que j'ai l'impression que oui, j'allais voir les psychologues, c'est sûr, ça m'aidait. Mais tu sais, quand tu as de la misère à mettre le point sur qu'est-ce qui va pas. Fait que il me fallait comme plus de temps pour travailler sur moi et tout. Fait que bref, j'ai fait comme 1 an de break. J'ai retourné à la compétition. À l'international. J'ai revoyagé. Puis après ça, je me suis rendu compte, non. Comme là, il fallait vraiment que je prenne soin de ma santé mentale. Puis c'est là que j'ai décidé, là, j'arrête ça. Puis j'ai jamais retourné. Puis pour moi, ça a été comme un chapitre que j'ai tourné. Puis j'ai jamais relu le chapitre. Wow! Ouais. T'as vraiment tourné la page. Ouais, Merci, bonsoir. j'avais vécu ce que j'avais vécu dans ce sport-là. Puis quand j'ai vu que ma santé mentale, pas nécessairement juste à cause, comme je dis, du sport, tu sais, il y avait plein de choses. Mais quand je me suis sentie que j'allais pas bien, je me suis dit, je vais prendre soin de moi avant de donner encore plus d'énergie à quelque chose. 100%. Fait que, ouais. Puis là, tu as parlé de thérapeute, tu as parlé de psychologue. Mettons quelqu'un qui nous écoute présentement, qui a un trouble soit avec l'alimentation ou de dépression, ça serait quoi un conseil que tu aimerais donner à cette personne-là? Premièrement, d'être honnête avec soi-même. Parce que quand on va pas bien, il faut être honnête que ça va pas. Puis je pense que, tu sais, des fois, quand on attend trop, puis on pense, tu sais, j'essaie de m'aider, exemple, avec des outils, j'essaie de me forcer à aller dehors, Mais tu sais, à un certain point, ça te rattrape un peu. Dans le sens où tu peux aller bien après une certaine période, mais après ça, vu que t'as pas réglé le bobo que t'avais, ça ressort. Puis tu sais, tu peux traîner ça vraiment longtemps, puis c'est lourd pour quelqu'un de traîner ça. Fait que tu sais, de juste de pas avoir comme peur d'aller chercher de l'aide. C'est gênant, on dirait, d'aller chercher de l'aide. Moi, en tout cas, j'ai vécu ça un peu comme de la gêne, tu sais, de s'ouvrir, de vraiment dire qu'est-ce qui va pas, puis la personne ne connaît pas non plus ta vie. Des fois, moi, une des choses qui me gossait d'aller chercher de l'aide, puis que je suis 100% transparente, c'est que je trouvais que j'avais vraiment une vie compliquée, que j'ai vécu tellement de choses avec le sport, pas de sport, que je me disais comment qu'elle va vraiment comprendre. Wow! Puis, tu sais, j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de spécialistes, de thérapeutes, j'ai vu des psychologues, tu sais, j'avais beaucoup de choses à régler. Puis, à chaque fois, j'étais comme, il va falloir que j'y raconte encore. Tu sais, j'ai tellement de paramètres, c'est tellement long à raconter. Puis c'est ça un peu qui m'empêchait d'aller chercher de l'aide. Ouais. Wow, c'est tellement intéressant. Ouais, puis c'est même récemment, tu sais, comme, je dirais que l'anxiété, ça a été quelque chose qui a pris beaucoup trop de place dans ma vie les dernières années. Puis même si j'avais déjà été consultée par rapport à mon sport dans le passé, on dirait que pour moi, c'était difficile d'aller rechercher de l'aide puis de me dire, j'ai-tu vraiment encore besoin d'aller chercher de l'aide? Puis encore une fois, j'ai une vie compliquée, il va falloir que j'y raconte tout. J'étais un peu découragée. Puis c'est ça, je dirais que, en fait, moi, mon développement en ce moment, précisément, c'est que, tu sais, j'ai fait beaucoup d'anxiété les dernières années. Je trouvais que ça prenait trop de place, puis j'étais allée chercher de l'aide, mais ça a pris du temps avant que j'y retourne. Fait que je pense que au courant d'une vie, on peut avoir tellement, tu sais, la vie est comme ça. Puis c'est pas parce que tu as déjà eu besoin d'aide dans le passé que ça veut pas dire que dans 2 ans, tu vas pas vivre quelque chose de différent puis tu n'en auras pas nécessairement besoin. Puis ça, je pense que c'était quelque chose que pour moi, j'avais de la misère à... Je sais pas comment l'expliquer. Mais j'étais comme, je vais vraiment encore avoir besoin. Tu sais, j'ai tellement travaillé fort sur moi, j'ai tellement fait de développement personnel pour être la personne que je suis actuellement. J'avais un peu honte de dire j'ai encore besoin d'aide pour mon anxiété, j'ai encore besoin d'aide puis quand que je suis retournée, tu sais, en ce moment, tu sais, je voyais une thérapeute pour mon anxiété, ça m'a tellement fait du bien, puis j'étais comme tellement fière de moi d'avoir été, puis que je vois que je vais mieux, puis que je vois mon amélioration, puis je vois que les trucs qu'elle me donne, ça change, puis je me suis dit comme maudit que j'ai bien fait d'y retourner, mais ça a pris du temps avant que j'y retourne. Tu sais, moi, j'aime bien dire, parce que tu disais, tu sais, j'ai encore besoin d'aide, mais j'aime dire, c'est prendre soin de toi. Ouais. Tu sais, puis c'est important de prendre soin de soi. Ouais. Puis si de prendre soin de soi, c'est d'aller consulter une thérapeute, un psychologue, 100%. N'importe quoi, good. Tu sais, c'est important de prendre soin de soi. Ouais, aussi, c'est pas toutes... Une des choses que je dirais quelqu'un qui veut aller chercher de l'aide, c'est pas toutes les
les professionnels de la santé qui est nécessairement bon pour toi. Non, effectivement. Dans le sens où, tu sais, tu peux rencontrer un psychologue, puis ça clique ou ça clique pas. Ouais. Tu sais, des fois, tu as besoin de trucs. Est-ce que c'est plus une thérapeute que j'ai besoin d'aller voir? Est-ce que c'est plus un psychologue? Tu sais, des fois aussi, dans le passé, quand j'ai eu beaucoup besoin d'aide, tu sais, j'ai été des fois déçue parce que j'avais pas le bon type de professionnel pour moi. Puis aujourd'hui, je le sais parce que j'en ai vu différents. Mais ça peut être aussi décourageant dans ce processus-là. Fait que de pas se décourager, de vraiment rechercher qu'est-ce qui m'aiderait vraiment, de faire des tests, d'aller voir la personne, de dire, regarde, j'essaie de voir si le vibe fonctionne, j'essaie une couple de séances, ça fonctionne pas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un processus aussi que j'ai l'impression que les gens parlent pas beaucoup. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, je suis allée chercher de l'aide, yes, je vais bien. Mais moi, je suis déjà allée chercher de l'aide, puis comme j'étais pas très satisfaite non plus. Fait que, ouais. Il faut pas être gêné de ça. C'est important de prendre soin de soi. Tu sais, je trouve que, comme tu disais tantôt, la vie est difficile. Tu sais, il faut arrêter de dire, la vie est belle. Oui, la vie est belle, mais la vie est difficile. On a des moments qu'on trouve extrêmement tough, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de prendre soin de soi. Puis ça, c'est important. C'est pas faible à cause que tu as été chercher de l'aide. C'est pas un manque d'estime ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est de dire, regarde, j'ai un corps, j'ai une tête, je veux qu'elle aille bien, je vais aller chercher les ressources qui sont nécessaires pour moi. Il faut normaliser ça puis arrêter de penser que c'est faible. Tu sais, je trouve peut-être plus la génération de nos parents, mais tu sais, un psychologue, pour eux, c'était quelqu'un de faible qui allait voir ça. Mais non, au contraire, c'est quelqu'un de fort qui va chercher de l'aide pour s'aider, pour prendre soin de lui, prendre soin d'elle. Tu sais, c'est super important de prendre soin de soi. Oui. Mais, tu sais, d'un autre sens, tu sais, je te challengerais sur ce que tu as dit. C'est facile à dire. Dans le sens où, malgré que je me dis, faut que j'aille chercher de l'aide, il faut que je prenne soin de moi, ça reste que, tu sais, comme mettons, dans ma phase d'athlète, tu sais, je suis allée chercher de l'aide. Je me suis beaucoup tournée vers le développement personnel, l'écriture, la musique. Je faisais beaucoup de choses pour aller bien aussi à mon quotidien. Puis à un certain point, je pensais que j'étais capable de régler ce que je vivais à cause de mon bagage passé. Fait que, tu sais, mettons, quand j'ai commencé à avoir plus d'anxiété les dernières années, je me disais... tu sais, j'ai déjà travaillé sur moi, je sais que j'ai besoin de ça, puis je risque d'aller mieux. Mais je voyais bien que je n'étais pas capable quand même tout seul, malgré que j'étais quand même orientée vers le développement personnel. La lecture, j'essayais de lire qu'est-ce qui pourrait m'aider. Il me fallait un petit peu plus. Puis c'est là que, tu sais, il y a comme une différence entre, tu sais, faut prendre soin de soi, parce que je pensais déjà que je prenais soin de moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pensais déjà que ce que je faisais, c'était bon pour moi. Ce qu'il était, hein, mais que je pensais pas que j'avais besoin de retourner consulter. Puis c'est pour ça que j'ai tiré trop longtemps, en fait. Puis quand j'ai vu que c'était vraiment trop problématique, c'est là que j'allais consulter. Fait que, tu sais, des fois, la vision de comme prendre soin de soi, c'est large. Mon Dieu, c'est intéressant, ça. Oui, je me permets de te challenger vu qu'on est proches. 100%. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre quotidien que moi, je pourrais faire pour t'aider ou que toi, tu sens que tu pourrais faire? C'est cute de demander. Je trouve que tu es très bon pour... comment que je pourrais dire ça? Tu sais, en ce moment, j'essaie de travailler des choses sur moi. Je te trouve beaucoup à l'écoute, dans la compréhension aussi. Tu sais, c'est quelque chose que on retrouve pas tout le temps. Puis ça, tu sais, je voulais te remercier pour ça. Tu sais, je vois vraiment comme quand t'essaies, puis que tu essaies d'être ouvert, puis t'essaies de comprendre un peu ce que je vis, puis on en discute plein de fois. Je trouve que ton support aussi, tu sais, c'est vraiment... j'apprécie vraiment beaucoup. Tu sais, il y a un moment donné qu'on était dans un spectacle, puis soudainement, j'ai été vraiment comme prise d'anxiété, puis je comprenais pas vraiment pourquoi. Puis tu sais, tu m'avais dit, on peut se mettre à l'écart puis rester ici, tu sais. Puis j'étais comme, oui. Tu sais, c'est comme, j'avais l'impression que tu comprenais comme sans comprendre vraiment ce que je vivais, puis j'apprécie d'avoir un partenaire comme ça. Je t'aime. Je t'aime aussi. On va terminer l'épisode avec la question que je pose. C'est déjà fini? On peut continuer, mon bébé, si tu veux. Non, mais ça a bien été. Je pensais que... non, mais je trouve qu'on est une super belle lancée. On peut poursuivre. On est à combien de temps, à peu près? On est à 48 minutes. On va continuer. On est juste à... Je sais comme plus quoi parler. là. Ça allait bien. Ça allait bien.
Regarde, je trouve que c'était vraiment une belle fin. Là. C'était super beau ce que tu disais. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était une belle façon oui. de terminer. Mais ma dernière question est plutôt large. Fait qu'on peut aussi échanger un peu. Je voulais savoir comment va ta santé mentale présentement. Je dirais que ça va bien, malgré tout ce qui est anxiété et tout. Je pense que la santé mentale, c'est quelque chose qui se travaille à travers les années, dans le sens où je peux dire que je vais bien en ce moment, mais dans un mois, il va peut-être se passer quelque chose, puis ça va me troubler. Fait que je dirais que en général, ma santé mentale va bien. Je vis beaucoup de l'anxiété les dernières années que j'essaie, que je suis allée voir maintenant. Je vois maintenant une thérapeute pour ça. Je veux régler ça. C'est pas quelque chose que je vivais nécessairement avant. C'est nouveau pour moi. Puis je trouve que ça a pris beaucoup trop de place dans ma vie. Des fois, je m'empêchais de faire des choses que j'aime ou par peur de je sais pas quoi. Tu sais, l'anxiété, c'est tellement vague. Des fois, on sait comme pas de où est-ce que ça sort. Fait que je travaille là-dessus. Puis sinon, tu sais, j'essaie d'être indulgente avec moi-même, dans le sens où ça, c'est nouveau pour moi, dans le ssens où si aujourd'hui, je me sens d'une manière, tu sais, je l'accepte puis je vais pas me pousser non plus à me mettre à bout parce que, whatever, j'avais telle chose à faire. J'essaie d'être plus consciente de comment je me sens. Puis ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien. Puis voilà. Mon Dieu, c'était une super belle réponse. Ouais. Tu sais, je pense que c'est important, on parle beaucoup d'anxiété. Tu sais, l'anxiété, c'est important de travailler avec et non de travailler contre elle. On va tous faire de l'anxiété dans notre vie. On va tous avoir des moments où est-ce que ça va être plus difficile que d'autres. Puis moi-même, le premier, j'avais tendance à me battre quand je faisais de l'anxiété. Oh non, de me battre contre elle, mais c'est plus de l'accueillir, de travailler avec, de comme, bon, présentement, je me sens de telle façon. Parce qu'en fait, l'anxiété, c'est une peur. La différence entre le stress et l'anxiété, c'est que l'anxiété, c'est une peur de quelque chose qui n'existe pas encore. Et le stress, c'est une peur de quelque chose qui existe. Fait que c'est comme une action concrète. Fait que, mettons... Là, je prends un exemple vraiment extrême. Là. Mettons un taureau qui fonce sur toi, tu vas être stressé parce que c'est une peur réelle. Ton anxiété, c'est une peur potentielle. Fait qu'une fois que tu comprends ça, c'est un peu essayer de la décortiquer. T'sais. C'est un peu d'y aller étape par étape. Bon, mais est-ce que toi, t'en as vécu l'anxiété? Ah ben oui, oui. Mettons, je prends les deux exemples où est-ce que je dis que je me suis battu avec et que j'aurais pas dû me battre avec, mais de travailler avec. C'est quand moi, j'ai une phobie des hauteurs. J'ai décidé de faire du saut en bungee puis saut en parachute. C'était l'affaire la plus stupide au monde. C'était comme vraiment d'aller dans l'extrême. Tu fonçais dans le tas. Non, oui, je fonçais dans le tas. Puis, une fois que je l'ai fait, j'étais super heureux. Puis, mon corps comme vraiment shut down. Parce que était tellement mon système nerveux était tellement en état de choc qu'une fois que ça a été fini, j'ai commis un gros crash, tu sais. Fait que si j'avais juste pris le temps de prendre un petit peu de recul et de me dire, bon, OK, présentement, là, j'ai peur parce que on va dire que j'ai peur que la corde coupe, admettons. Mais c'est un peu de décortiquer ta peur et de prendre le temps de te calmer, de prendre un 20 minutes, 30 minutes, 1 heure s'il faut, de permettre à ton corps de se relaxer. Ça m'aurait vraiment plus aidé que d'y aller à fond train puis de foncer comme un fou, là. Moi, je dirais qu'un des trucs qui m'a beaucoup aidé avec l'anxiété, c'est que souvent, j'avais peur. Je me sentais comme pas bien. Comme si, exemple... Puis des fois, je ne savais pas de où est-ce que ça sort. Puis des fois, tu sais, il me fallait un petit 2 minutes, puis comme tu dis, de prendre du recul parce que moi, des fois, quand l'anxiété me pognait, je ne savais pas de où est-ce que ça venait. Puis j'étais comme, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Puis, en fait... Tu sais, quand je prenais du recul, puis je me disais, OK, qu'est-ce qui me fait vraiment peur de cette situation-là? C'est quoi le pire qui va arriver? Ben, même si le pire arrive, je vais me débrouiller. Puis après ça, je suis comme, peu importe ce qui arrive, le pire, c'est que je vais me débrouiller, puis je vais... Fait qu'il y a toujours une solution, puis ça m'apaise, tu sais. De exemple, une situation... par exemple, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, puis je sais que j'ai un rendez-vous à telle heure, puis là, ça me crée de l'anxiété parce que j'aurai pas le temps de finir. Ben, le pire qui arrive, c'est que je vais déplacer mon rendez-vous. Puis, that's it. Tu comprends ce que je veux dire? C'est... Des fois, j'essaie de me dire, c'est ça, le pire, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour y arriver. Fait que ça m'aide. Tu vois, ça, c'est un peu justement ta façon à toi de travailler avec ton anxiété plutôt que d'essayer de la combattre, de dire là, je suis anxieuse parce que j'ai 1000 affaires à faire. Je vais me dépêcher pour faire telle affaire, pour autant de finir, pour aller à mon rendez-vous. Tu sais, à la place de faire ça, tu dis non, au pire, je vais changer le rendez-vous. Tu sais, fait que tu travailles avec. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, à travailler avec notre anxiété plutôt que d'essayer de se battre avec. Oui, parce que, tu sais,
honnêtement, les dernières années, quand je vivais beaucoup de l'anxiété très, très, très forte, Ouais. puis j'avais quelque chose à faire, je me forçais pas à le faire. Dans le sens où je voulais me donner un propre break. Ben oui. Je voulais pas dire, même si j'ai de l'anxiété, comme tu dis, je fonce dans le tas, j'y vais, puis ça va donner ce que ça donne. C'était too much pour moi. Fait que ça m'a beaucoup aidé d'être indulgente, de vraiment sélectionner qu'est-ce que je veux mettre de l'énergie dans ma vie aussi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que je suis quelqu'un qui adore faire 2 millions de choses en même temps. J'ai plein de projets en tête. Je mets de l'énergie partout. Mes amis aussi, c'est super important pour moi. Fait que je pense de sélectionner aussi qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie, dans quoi tu veux mettre de l'énergie, qu'est-ce que je priorise dans mon quotidien. Puis juste de focusser là-dessus des fois, comme... En tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé. Totalement. Puis, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu disais, j'ai mêlé un projet, je veux faire plein de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'on est jeune. Tu as 26 ans, j'ai 29. Puis, je trouve qu'on est dans une société qu'on est extrêmement axé sur la performance. Puis qu'on fait croire aux gens que si à 20 ans, tu n'es pas multimillionnaire avec 3 maisons, 4 enfants, puis une femme ou un mari, tu as raté ta vie. Non. Ouais. Relax. C'est ça que je m'en avais parlé, justement, de la performance, parce que, moi, j'ai grandi là-dedans, puis ça a toujours fait partie de moi. Puis je suis toujours en course contre moi-même. Oui. T'as sûrement pu le découvrir à travers nos vies ensemble. J'ai mis un projet, puis moi, il faut que... ça, c'est quelque chose que je dois travailler. Ouais. Je suis en compétition continuelle contre moi-même. C'est comme si je veux toujours aller plus haut, sans vraiment nécessairement savoir où est-ce que je m'en vais. Fait que ça, c'est quelque chose que je dois travailler, qui vient aussi de mon sport. Mais en même temps, tu vois, je vois pas ça nécessairement juste comme du négatif, parce que pour moi, de me pousser à aller plus loin, d'avoir des projets, pour moi, c'est quelque chose qui me stimule dans ma vie de tous les jours. C'est juste de savoir la doser que je travaille. Exact, de savoir la doser et de prendre le temps aussi, de ne pas se presser avec ça. Je me répète encore, mais c'est important de comprendre qu'on a le temps. Il faut arrêter de penser qu'à 30 ans, notre vie est finie. Au contraire, notre vie commence. 100%. J'ai un de mes chums plus vieux que moi qui ont justement ça, 30, 35, même fin trentaine. C'est là qu'ils sont le plus heureux. Ben oui, de ce qu'on peut dire le terme heureux, parce qu'ils commencent à accomplir les choses qu'ils ont travaillé dans leur début vingtaine, mi-vingtaine, fin vingtaine, tu sais. Fait que je trouve qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression. Je sais pas si c'est les réseaux qui alimentent ça, mais à un moment donné, il faut prendre un 2. Là. Regarde. Ben, je pense que la société, elle a changé. Dans le temps de nos parents, moi, mes parents, à 21 ans, ils étaient en maison, puis à 25 ans, ils étaient déjà mariés, puis tu comprends ce que je veux dire? La société, elle a changé. Mais nous, on a été élevés, que nos parents ont été comme ça, fait qu'on est comme un peu, je crois, dans cette presse-là, mais qu'on vit dans une société complètement différente. C'est vraiment d'accord. Fait que je pense qu'avec le temps, je pense que les gens vont peut-être plus comprendre que maintenant, c'est la nouvelle société qui est faite comme ça, puis qu'il n'y a pas de presse, puis que maintenant, il y a des gens qui ont des enfants très tard, puis que la vie, c'est de voyager, les petits plaisirs. La société, elle a complètement changé. Ben oui. Avant, c'était... moi, mettons, mes parents me disaient plus vite que tu finis l'université, plus vite que tu vas pouvoir travailler, puis tout le temps que tu passes, comment je pourrais dire... Toutes les années que tu passes de plus à l'université, c'est des années que tu n'as pas de salaire. On a comme été élevés d'une manière de leur... Comment je pourrais dire? On a été élevés par des gens qui ont vécu une société complètement différente. Fait qu'on a ce mode un peu de pensée-là, mais on n'est pas là. 100%. Fait que je dirais qu'on est comme peut-être mêlés là-dedans. Ben oui, totalement. Moi, ça a été la même chose. Mes parents aussi. Moi, quand j'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais l'école, là, c'était un cauchemar. C'était une catastrophe. Surtout en plus, j'avais commencé à voyager pour le milieu de la mode à ce moment-là. Puis là, eux autres, c'était comme... Il s'en va à Milan, il s'en va à Londres, à New York, il fait le tour du monde, il a arrêté l'école, qu'est-ce qui se passe? Mais les autres, justement, même chose qu'avec tes parents, ils étaient habitués que tu sortais de l'école, fallait que tu ailles tout de suite travailler, puis après ça, la famille, après ça, on est dans une nouvelle société, c'est différent, on peut prendre le temps, on a le temps. C'est important de découvrir. Je trouve que notre société pense d'une manière différente des époques d'avant. Puis on est beaucoup plus dans le flow. Oui. Dans le sens où si c'est le timing de ma vie, ça va être ça. Les voyages, les amitiés, les beaux moments. C'est quelque chose, je trouve, qui est important pour notre génération. Puis ça fait en sorte que, on essaie de se presser, mais on est... En tout cas. On l'est pas. C'est ça. On l'est pas. Puis, tantôt, tu parlais d'enfants.
Si t'as des enfants à 20 ans, c'est correct. Si t'as des enfants à 30, c'est correct aussi. Si t'en as à 35, c'est correct aussi. Il faut arrêter de penser qu'à 22, si t'en as pas, il est trop tard. Moi, personnellement, toute ma vie puis toute mon enfance, j'ai cru que comme vers 25 ans, c'était sûr que j'étais déjà mariée, j'avais des enfants. Puis parce que, on a été un peu élevés là-dedans. Ben oui, totalement. Puis c'est ça. Mais en vieillissant, je me rends compte que c'est bien pas ça. Puis que, j'ai des amis qui ont eu des enfants à 20 ans. J'ai des amis qui sont dépassés la trentaine puis qui en ont pas encore. Ben non, exact. Fait que, tu sais, je pense de juste vivre nos vies puis de pas se compliquer trop la tête. Comme une femme m'a déjà dit, life is life. Life is life. On va terminer là-dessus, mon amour. Un gros merci d'avoir écouté. Je vais mettre tous les liens à Amélie dans la bio. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode. Je suis super heureux, encore une fois, de pouvoir enfin mettre de l'avant ce beau projet. Bravo. Merci, mon amour. Ça fait tellement longtemps que tu m'en parlais. Puis quand on s'est rencontrés, tu me parlais donc que tu voulais créer un balado. Puis j'étais comme, go, vas-y. Fait que là, je suis tellement contente d'être ici, d'être ta première invitée. Yes! Pour ceux, malheureusement, qui écoutent via audio, vous voyez pas le magnifique cadre qu'Amélie me fait, mais s'il vous plaît, allez voir sur YouTube ou peut-être sur l'Instagram aussi du balado. J'ai mis le cadre qu'elle a fait, c'est absolument magnifique. On a fait ça ce matin. Oui, exact. On l'a fait juste avant d'arriver. Elle a dit qu'on l'a fait ensemble. Moi, j'ai collé 2-3 petits morceaux. Fait que je prends absolument aucun crédit. C'est vraiment elle qui a tout fait. S'il vous plaît, allez voir son magnifique cadre. Donc, un gros merci et on se revoit la semaine prochaine.